Jeudi 22 octobre 2020, c'est l'heure de la grande édition sur ESAE TV, les titres. La représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin a gratifié les acteurs des sites sentinelles du Programme national de vaccination en matériel informatique. Le siège de l'Agence nationale de vaccination ANV a abrité la cérémonie ce jour. Le récit dans cette édition. La situation sécuritaire au Nigeria n'est pas des meilleures depuis quelques jours. Quelques commentaires dans un instant. L'orientation à l'entrée des universités est une étape charnière difficile à franchir pour de nombreux bacheliers. Quelques étudiants se rendent disponibles pour assister les plus jeunes. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. La représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin a offert ce matin un lot de matériel informatique à l'Agence nationale pour la vaccination ANV, ce dont entre dans le cadre de renforcement de la surveillance des maladies évitables par la vaccination. La remise officielle des matériels s'est déroulée à la direction de la logistique de l'agence à Cotonou. Le reportage est signé Setonde Larios à Diagueno. Les acteurs des sites sentinelles du Programme national de vaccination peuvent pousser un ouf. Pour mieux assurer leur mission de surveillance des maladies évitables par la vaccination, la représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin met à leur disposition 4 ordinateurs portatifs. L'OMS a été sensible à ce besoin qui a été exprimé par certains acteurs qui jouent ce rôle au niveau de nos sites sentinelles, notamment les sites sentinelles pour la surveillance des méningites pédiatriques, le site sentinelle pour la surveillance des diarrhées à rotavirus et par rapport aux données de laboratoire au niveau du ministère de la Santé. Cet appui de l'OMS va permettre aux bénéficiaires de collecter les données, de les traiter et d'établir les statistiques à temps pour une lutte efficace contre les pathologies. La surveillance est l'une des composantes capitales essentielles dans la lutte contre les maladies. Elle permet de faire le point sur les affections contre lesquelles nous sommes en train de nous battre pour pouvoir protéger nos populations, en l'occurrence les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. Et pour pouvoir assurer pleinement cette fonction, il est nécessaire d'avoir des outils qui vont permettre de recueillir des informations fiables sur le terrain
et qui permettront de renseigner sur le niveau de la lutte contre ces affections. Le directeur de la vaccination et de la logistique de l'ANV exprime la gratitude des autorités béninoises du secteur de la santé à l'OMS Bénin pour son accompagnement permanent. Vraiment mes sincères remerciements pour ce que vous avez fait et ce que vous continuerez à faire pour renforcer la surveillance. À l'heure où nous voulons digitaliser tout, nous voulons les donner rapidement, en temps réel. Et là, il nous faut vraiment du matériel qui puisse nous permettre d'avoir ces données rapidement et en temps réel, pour ne pas être en retard à répondre ou apporter des réponses qui sont trop tardives au moment où les dégâts sont déjà assez énormes. Donc voilà ce que je voudrais vraiment exprimer ma gratitude pour ça et en même temps profiter, exprimer mon plaidoyer à l'endroit des partenaires qui peuvent toujours apporter, en suivant l'exemple de l'OMS. Nous prenons l'engagement que ces équipements seront utilisés vraiment à bon escient. Récemment, l'OMS a offert 2 ordinateurs et 90 tablettes aux acteurs dans le cadre de la lutte contre la polio. L'année académique 2020-2021 vient de démarrer et plusieurs jeunes étudiants se sont inscrits sans avoir une boussole fiable. Ce problème se pose avec acuité dans un contexte de chômage et d'absence d'un système d'orientation efficace. Certains se demandent encore s'il faut continuer dans les filières choisies ou pas. À ce propos, nos reporters ont recueilli l'avis de quelques étudiants dévolus à éviter ce mauvais choix au nouveau bachelier. Suivez. Nous organisons ces séances d'orientation-là. Nous les organisons dans le but de pouvoir permettre aux étudiants, aux nouveaux bacheliers, de trouver quand même, disons, le moment où, je ne sais pas, les outils nécessaires, les aptitudes nécessaires pour pouvoir mieux s'orienter. Parce que quand vous vous orientez bien, vous réussissez votre vie d'une façon générale. En réalité, nous, quand on fait les séances d'orientation de façon générale, on se dit il faut permettre aux étudiants d'avoir, aux nouveaux bacheliers, d'avoir une idée un peu plus générale de ce que c'est que l'université, de ce que c'est que les études supérieures. Mais fort est de constater que quand les étudiants, les nouveaux bacheliers viennent, souvent quand vous allez pendant les séances de sport, vous demandez à un nouveau bachelier, alors mon frère, tu as eu le bac, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Il te dit non, bon, j'attends que les sports finissent avant de faire un choix. Donc c'est-à-dire que depuis qu'il est allé à l'école, il n'a jamais pris le soin de se demander qu'est-ce que je vais faire. Vous voyez, donc c'est ce qui rend un peu compliqué. Donc nous organisons ça de façon générale, comme je l'ai dit tantôt, pour permettre à ces étudiants-là de savoir, ah, si je vais à la FLAC, voici telle chose que je peux faire. Si je vais, disons, à la FADESP, voici telle chose que je peux faire. La preuve, nous avons même invité des universités d'enseignement supérieur, des universités privées, pour pouvoir au moins diversifier le choix. Il ne faudrait pas que ce soit un peu comme si on demandait aux étudiants d'aller dans les universités d'enseignement public et c'est tout. Il y a des parents qui n'aiment pas que leurs enfants partent à l'université. Il y a des enfants qui n'aiment pas venir à l'université du tout. Donc, il faut leur permettre de pouvoir avoir l'information. Nous, on le dit ici, celui qui a l'information, il a le pouvoir. Nos séances d'orientation sont de façon générale pour informer les nouveaux bacheliers, leur donner l'information pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations et en fonction des informations qu'ils ont sous la main, de pouvoir faire des choix. Vous voyez, donc on ne leur dit pas aujourd'hui, forcément aujourd'hui il n'y a pas de l'emploi dans le pays, donc ne partez pas dans telle faculté, non. Les étudiants peuvent avoir leur choix. Une brève dans cette édition. Dans le cadre de la promotion de l'excellence au Bénin, la Fondation Kandahou Thierry a procédé dans la soirée de ce jeudi 22 octobre 2020 à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs des différents examens nationaux. Cette deuxième édition a pris en compte les meilleurs au certificat d'études primaires et au baccalauréat session de juillet 2020. Ceci contrairement à la première édition qui ne concernait que le baccalauréat 2019. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le géant nigérien de l'Est est en proie à des manifestations et une répression policière depuis quelques jours. Une situation à laquelle les Béninois sont sensibles. Dr Bouko commente la crise au micro de nos reporters. Nigérien, en l'occurrence le président de la République, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, des abus des forces de l'ordre. Je veux parler d'une force spéciale qui avait été mise en place de lutte contre l'insécurité. L'armée aussi, qu'on a vu tirer, ouvrir le feu sur des manifestants. Je crois que le président de la République, le président Bouhari,
est intervenu aujourd'hui 21 octobre 2020, il est intervenu pour essayer donc de calmer la situation. Donc je crois que c'est deux choses différentes. Nous ne sommes pas en querelle politique donc, au Nigeria. Donc, et il s'agit ici des bavures policières. Des bavures policières qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui passent sous le silence et qui sont toujours passés, sous le silence donc, des différentes autorités. Et je crois que quelque part, la jeunesse ou les jeunes ont compris quelque part qu'il est temps de prendre leurs responsabilités, de faire prendre que le politique prenne ses responsabilités pour mettre un point final à cette bavure-là, à ce désordre donc, que l'on note au niveau des forces de l'ordre et de sécurité au Nigeria. Moi, il m'est arrivé dans mes allers-retours au Nigeria de voir un policier en civil, mais qui portait une arme sur la voie. Ouais, donc je crois que quelque part, ce sont des choses que l'on doit corriger. Donc nous voyons des hauts gradés de l'armée, de la police, qui sont dans des faits de corruption, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, etc., etc. Je crois que le peuple en a marre. Vivement que cette goutte d'eau ne déborde pas. Parce qu'au Nigeria, ça fait 250 millions d'habitants. Nous ne souhaitons pas que cela déborde et que les autorités prendront toutes les mesures draconiennes pour frapper là où il faut frapper, pour punir là où il faut punir, pour sanctionner les coupables jusqu'à la dernière rigueur, pour que ceux qui sont là actuellement et les fonctionnaires futurs de forces de sécurité puissent comprendre que porter l'uniforme en Afrique n'est pas synonyme de bavure, n'est pas synonyme d'un mandat de brimade vis-à-vis des populations. Au contraire, lorsqu'on voit un homme en uniforme en Afrique, on doit se sentir en sécurité. C'est ça, en réalité, ce que c'est que force de l'ordre. Mais, malheureusement, pas seulement au Nigeria, en Afrique, on a constaté que porter l'uniforme en Afrique est synonyme d'un mandat de brimade, que ce soit au niveau des populations ou au niveau des choses. Donc, nous souhaitons vivement que les choses se passent dans la paix. Nous sommes à 10 jours par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous croisons les doigts et nous espérons. C'est vrai, les signaux sont là pour que 2010-2011 se répète, mais je pense que quelque part, le peuple ne va pas se laisser faire, ne va pas se laisser piéger par ces politiciens tapis dans l'ombre qui les manipulent, alors qu'eux-mêmes sont tapis dans l'ombre et qui ont des vies meilleures, qui garantissent des avenirs meilleurs à leurs enfants et petits-enfants. Rappelons que l'intervention du président nigérien est attendue dans cette soirée. Restons dans la sous-région ouest-africaine pour évoquer le cas guinéen. Au moment où la CI a rendu public une partie des résultats de la présidentielle du dimanche passé, la Guinée est le théâtre d'affrontements entre partisans du candidat Céline Dalein Diallo et la police. Les résultats des 2/3 des bureaux de vote qui donnent le président Alpha Condé sortant en avance sur son challenger. Céline Diallo se fit prisonnier chez lui à son domicile étant bouclé par la gendarmerie. Une réaction policière conséquente à sa déclaration de sa victoire personnelle. Suivons à nouveau le docteur Bouko au sujet de l'actualité guinéenne. Certes, j'ai suivi avec regret que le domicile du président et du candidat Céline Dalein Diallo a été encerclé, mais je crois à mon avis qu'il est allé un peu en besogne en se déclarant déjà vainqueur de l'élection. Mais je vous rappelle que l'institution chargée de proclamer les résultats de façon légale, constitutionnelle, en Guinée comme dans la plupart des États en Afrique ou comme ailleurs, c'est soit le Conseil constitutionnel, la CEI, etc. Il y a des organes compétents désignés pour proclamer les résultats. Mais déjà, je trouve déjà que, comme le disait l'autre, c'est déjà mal parti de sa part de s'autoproclamer vainqueur. Il n'a pas la compétence juridique de le faire. Laissons les institutions chargées de le faire, de proclamer les résultats, donc jouer leur rôle. Et après, s'il y a des contestations, des recours qu'ils pensent formuler, les institutions sont là, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, je ne sais pas qui est, les instances juridiques qui sont chargées de trancher, de dire le droit électoral en matière, électorale, vont le faire. Mais je trouve que c'est déjà trop parler en besogne. Une manière de susciter ces partisans déjà à se préparer à la violence. Et je ne crois pas que le gouvernement a déjà pris cette précaution pour que on n'en arrive pas là. Franchissons les frontières pour rejoindre la Côte d'Ivoire voisine. La tension préélectorale en Côte d'Ivoire sont de nature à inquiéter quiconque se rappelle la présidentielle de 2010. Mais la situation actuelle semble normale selon plusieurs observateurs avertis. Mesmer Widi Aka, un réfugié ivoirien vivant au Bénin, donne son point de vue au micro de nos reporters. Moi, je ne suis pas
je ne suis pas du tout étonné. Hein. Vous savez, la femme, de la manière dont elle vient dans le foyer, c'est comme ça qu'elle part. C'est comme ça qu'elle part. On n'est pas surpris de la réaction de Ouattara. Parce que Ouattara, aujourd'hui, il est pris dans un piège. Il est pris dans un piège, il a fait des rébellions, il a financé des rébellions, il a fait des rébellions avec des jeunes personnes comme des Soro, des gens comme des Soro, qui n'avaient même pas encore 40 ans, qui sont rentrés dans la rébellion. Ceux-là savent qu'ils ont encore une vie devant eux, jusqu'au moins encore 40 ans de plus pour avoir au moins 80 ans. Donc ils savent que du jour au lendemain, s'ils ne sont plus au pouvoir, ils savent ce qui les attend. L'histoire de la CPI n'est pas encore finie, ils ont envoyé d'autres personnes en prison, les gens ne sont pas encore sortis de cette prison, le jugement réel n'est pas encore tombé, puisque si Gbagbo n'est pas coupable, qui est coupable? Il faut qu'on trouve les vrais coupables. Donc aujourd'hui, Ouattara lui-même est pris dans un piège, parce que si Ouattara dit qu'il n'est plus président, ce qui veut dire que ceux qui vont venir demain vont réveiller les vieux démons, puis voir même comment faire pour trouver les coupables de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Il y a eu près de 50 000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu 30 000 ouais qui sont morts, et à l'intérieur d'Abidjan, il y a eu 20 000. Et dans les autres villes, il y a eu à peu près 15 000 personnes. Et donc, c'est au moins 85 000 personnes qui sont mortes. Qui les a tués? Qui a créé la rébellion? Et donc, tout ça, là, ça fait que Ouattara, aujourd'hui, et ceux qui l'entourent sont obligés de créer des situations pour que Ouattara continue de rester au pouvoir, parce que c'est le pouvoir de Ouattara qui les préserve contre la prison. Donc, je ne suis pas surpris de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. C'était prévisible. Je sais que jusqu'à la semaine surpassée, avant que les campagnes ne commencent, on était déjà à 69 morts. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 morts. Nous sommes à plus de 100 morts, nous sommes à plus de 1000 blessés, et puis près de 20 à 30 maisons. Je viens même hier d'apprendre que l'une des maisons de l'un de nos anciens ministres, le ministre Issa Malik, qui était le directeur de campagne du président Gbagbo et qui était réfugié avec moi ici, qui est à Paris, sa maison a été brûlée à Korogo par les partisans de Ouattara. Parce que le monsieur, il est en exil, il est un proche de Gbagbo, donc ils ont brûlé la maison. Vous savez, nous allons vers une guerre identitaire. Nous allons vers une guerre identitaire et nous allons vers une situation très difficile que les gens ne pourront pas contrôler. Parce qu'il y a un fait. Une chose est que Ouattara soit élu, mais est-ce qu'il va gouverner? Une chose est que Ouattara soit élu, mais est-ce qu'il fera les 5 ans? Ce n'est pas la première fois que les gens font le boycott actif en Côte d'Ivoire. En 1995, il y a eu le boycott actif en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections. Le FPI même n'a pas voulu participer aux élections. Il y a Vaudier à son temps qui a accompagné Bédier. Il y a eu des élections. Donc ça, ce n'est pas un événement. Je pense que le boycott actif et ce qui se passe fait la démonstration de ce que le président qui est élu, s'il est élu par la force, s'il s'impose, il est mal élu. Et il sera mal élu. Alors si vous êtes mal élu, ça veut dire que vous ne jouissez pas de la légitimité du peuple. Vous allez jouir de la légalité. Mais comme c'est le peuple qui a la légitimité, et le peuple est plus nombreux que tout, vous savez que votre pouvoir n'est pas assez. Donc c'est cette force-là que nous voulons démontrer. Dès lors où il est mal élu, il sait qu'il sera mal assis. Toujours au sujet de la situation en Côte d'Ivoire, Dr Dramane Bouko, enseignant spécialiste de relations internationales, n'est pas surpris lui non plus des événements, mais il espère que le calme reviendra au bout du rouleau. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas une surprise, c'est le résultat de toutes les semences de plusieurs années qui sont prêts et qu'il faut assumer. Moi, je crois que quelque part, je suis optimiste. Je suis sûr qu'il y aura des élections pacifiques, même si elles ne sont pas inclusives en Côte d'Ivoire, parce que la jeunesse, la population qui est concernée a encore les séquelles de 2010-2011, de ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas évident que cette jeunesse qui a souvent servi de bouclier donc, se livre donc, pour servir donc, de sacrifice aux politiciens. Donc, les gens ont commencé à comprendre, cette jeunesse a commencé à prendre conscience et comprendre de petit à petit qu'en réalité, qu'elle est manipulée, utilisée pour servir les intérêts personnels et égoïstes des politiciens. Je suis optimiste que les choses vont se passer, mais pas normalement, mais dans la paix. Dans la paix, c'est vrai, la plupart des incidents, les élections présidentielles, surtout en Afrique, ce sont des élections, c'est un carrefour très dangereux pour le continent. Ce sont des élections où les troubles à l'ordre public, l'insécurité, beaucoup d'autres choses donc, sont au rendez-vous. Ce sont des élections cruciales, critiques,
et très déterminante, donc, auquel beaucoup de pays africains, nous faisons beaucoup attention parce que c'est là où la destinée de beaucoup de millions donc, de personnes se joue. Donc il y a de quoi à ce que les passions et les appétits des uns et des autres donc, puissent être aiguisés pour le fauteuil, quand il s'agit du fauteuil présidentiel, parce que c'est le fauteuil présidentiel qui couronne et qui coordonne pratiquement tout ce qui est rouage, fonctionnement de l'État à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc je crois que quelque part ce n'est pas une première fois, et je crois que quelque part c'est une preuve dans laquelle les Ivoiriens et les Ivoiriens sortiront gagnants. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Que la paix puisse triompher avant et après tout. Nous avons eu les mêmes inquiétudes pour ce qui est de la Guinée, Conakry, et nous venons d'assister tout récemment aux élections. C'est vrai, comme je l'ai dit en Afrique, les élections présidentielles, c'est une période de preuve pour les populations, pour les candidats eux-mêmes, pardon. Et je crois que quelque part, il y a plus de peur que de mal. Je pense que ce sont les mêmes choses qui risquent de se reproduire en Côte d'Ivoire. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Zaï TV. Bonsoir.